En République démocratique du Congo, vit-on l'état des droits ou encore l'état des terreurs? Vit-on le changement attendu ou tout simplement une psychose qui risque de perturber la paix et la stabilité de notre nation? Comment expliquer qu'un procès qui pouvait naturellement amener à l'apaisement crée une certaine confusion? Les journalistes ont peur, la société civile aussi. Il ne fait pas bon aujourd'hui de critiquer. Effectivement, vous risquez d'avoir une invitation dans ce journal, ou plutôt dans votre club. Les journalistes de Kinshasa s'expriment maintenant en toute liberté. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Effectivement, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en direct. N'ayez pas peur du rouge, ça fait partie du décor. Nous sommes ensemble pour ces clubs qui va revenir naturellement sur cette question avec ces procès qui va peut-être connaître son épilogue la semaine prochaine parce qu'il est fixé pour le 11, les plaidoiries. Est-ce que les juges auront les mains libres? Est-ce qu'il y aura des coups de fil? Est-ce qu'on a déjà préparer la sentence pour Vital Kamerhe? Jusqu'où ces juges pourront aller dans leur liberté d'expression? Et naturellement, les conséquences sur le plan des coalitions, d'alliances politiques. Qu'est-ce que tout cela comporte par rapport à cette période de pandémie perturbant l'économie nationale? Aujourd'hui, on parle de la crise, récession et l'organisation naturellement du cabinet du chef de l'État un tout petit peu éclaboussée, pour ne pas dire détalée, sur la place publique. Alors, le club aujourd'hui fait place à quelques têtes d'affiche, comme qui dirait, celles qui dérangent un tout petit peu. D'abord, celui qui n'est pas venu il y a longtemps chez nous, c'est Patrick Kalenga, d'Abala Agence TV. Il paraît que sur l'Internet, les agences YouTube vous a donné à beaucoup de libertés, sans frein, sans règlement, sans éthique et déontologie, et c'est votre cas ou pas? Non, non, effectivement, ce sont des choses que nous déplorons, nous le professionnels, je peux dire ça comme ça, parce que finalement, on a laissé faire dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace YouTube est devenu un champ de bataille politique où il y a de soi-disant journalistes, youtubeurs qui se livrent à des traitements, des informations. Je ne pourrais pas dire traitement parce que quand on parle de traitement, c'est-à-dire qu'on répond aussi même à la rigueur journalistique. C'est-à-dire que des informations qui sont données comme ça, distillées. Mais pourquoi cette légèreté les journalistiques? Pourquoi les professionnels que vous êtes, oui, vous acceptez facilement d'être mélangés avec, excusez-moi du terme, de la bouillabaisse? Bon, vous allez encore couper, hein. Je sais, vous allez couper. Mais non, non, je crois que le mot peut être un peu susceptible de choquer, mais c'est le mot que vous devriez normalement dire. Parce que, en fait, l'engagement de Tabala YouTube, c'est forcément pour répondre à cette question-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous devons donner. Il y a pas mal d'internautes qui suivent des informations aujourd'hui dans cet espace-là. Il appartient aux professionnels de médias de pouvoir donner une bonne information aux gens. Sinon, les gens seront à la solde de la manipulation et tout.
Et surtout qu'on dit qu'un homme qui est bien informé est un citoyen et celui qui est mal informé est un sujet donc manipulable à souhait. Bien. Et nous allons répondre à cette mission-là. Juste à côté de vous, l'homme qui tire plus vite d'ailleurs, et plus franchement d'ailleurs, c'est Pius Romain Roland. Et il n'a pas de nom congolais parce que quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il est des Antilles? Il a que de noms français partout. Pius Romain Roland. Non, non. Je suis congolais de père et de mère. En fait, ça c'est... J'ai abrégé pour que ça ne soit pas long. Mon nom c'est Pius Ngoï Romain Roland. Ah, très bien. Je porte pratiquement le nom de mon défunt père, et tous les initiales. Et quelqu'un m'a dit, vous faites l'objet de menaces. Il faut qu'on le dise maintenant, ici. Tout à fait. Je suis objet d'ailleurs d'un article qui m'a peint en diable. Bon, je m'en tape. Je ne suis pas ce que je suis. Pour preuve, je suis avec vous ici. J'ai été responsable plusieurs fois dans plusieurs maisons. Et la crainte, c'est que on cherche à nous mettre le cadenas à la bouche. Et on ne sait plus où. Mais la liberté d'expression, ou plutôt les libertés obtenues depuis 1990, confortées par tous les règnes de Joseph Kabila, avec une certaine liberté accordée à la presse, même parfois à très rouge, la presse. Où est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est plus le cas. Je ne sais pas, tel que nous sommes dans cette maison, si je pourrais rentrer à la maison. Parce qu'il y a des menaces. Là quand même. Non, il y a des menaces d'assassinat. Parce que vous avez fait quoi? On ne sait pas. C'est plus qu'on ne peut pas critiquer la société. On ne peut pas critiquer le pouvoir en place. Lorsque vous critiquez le pouvoir en place, outrage au chef de l'État. Et une convocation vous suit, et une menace vous suit après, et on vous dit, nous connaissons là où vous habitez, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a un monsieur que je ne veux pas faire sa publicité, mais il faudrait que je cite son nom. Non, il m'a menacé, il m'a menacé sur Facebook jusqu'à dire des inepties sur on va gérer tout ça prochainement. Et je me dis, où est-ce que nous allons? Alors, faudrait-il mettre fin à toutes les facultés de communication pour que le journalisme n'existe plus? Puisque tout ce qu'on dit devient une menace. Et on ne sait pas si la société va marcher de cette façon. Mais il ne faut pas non plus laisser libre cours à des dérives qu'on ne peut pas gérer après. Nous sommes des professionnels, Jean-Marie. Gardez votre calme et votre professionnalisme avec vous. En face, Bélédou, d'où Jésus, responsable de Liberté Actu. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, merci de l'invitation. Ça fait longtemps que j'ai été sur ce plateau, j'ai été reçu sur ce plateau. C'était un plaisir de retrouver ce plateau. Vous revoilà. Voilà, me revoilà. J'aimerais commencer par présenter des condoléances au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoyi, qui a perdu j'ai appris ça son frère, qui était aussi son directeur particulier, son secrétaire particulier. Je présente mes très sincères condoléances au président de l'Assemblée provinciale, mais aussi à toute la famille de la presse, parce que nous sommes endeuillés, la presse, le journaliste Patrick Oadio, directeur général de l'Africa TV, qui est parti, paix à son âme. Je crois que le Seigneur va recevoir son âme. J'aimerais quand même aborder dans le sens président, on a parlé de la liberté de la presse, on nous a parlé, vous avez même posé une bonne question sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais j'aimerais dire ceci. En France, je crois que vous êtes mieux informés de ce qui se passe en France, il existe la loi sur le CSA, les conseils supérieurs de l'audiovisuel. Absolument. C'est la loi la plus modifiée de la France. Je parle sous réserve du président de l'Assemblée, du président de l'UNPC Kinshasa. Donc, c'est-à-dire, on a constaté, les Français ont constaté qu'il y a plusieurs dérapages dans les réseaux sociaux, notamment avec les journalistes en ligne, la presse en ligne, avec les youtubeurs qui, moi je me gêne quand ils m'appellent confrère, excusez-moi, parce qu'ils ont des titres bidons, ils s'insultent comme pas possible, ils ne font pas du journalisme. Hélas, au Congo, cela s'est fait remarquer même à travers les médias en ligne. Les médias en ligne ne sont pas gérés. On se lève un matin, Makoussa.cd, information, etc. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'est pas informé. C'est ça. Le ministère des médias n'est pas informé. Curieux que cela puisse paraître, vous allez voir, il y a des réunions
au niveau du ministère de Et les mêmes l'Information et de la sont Communication. Ils sont invités et cela s'est fait en cachotterie. Il semble qu'il y ait une organisation des journalistes des journalistes qui regroupent les médias en ligne. Ça devient un copinage entre certaines têtes, je ne citerai pas les noms. Ils s'appellent entre eux, ils se retrouvent au ministère des médias. Et lorsque vous posez la question aux concernés, au ministre lui-même, il vous dit, je ne sais pas. Moi j'ai demandé qu'on m'invite les médias en ligne, mais il y a un groupe de journalistes qui se sont déclarés présidents ici, secrétaires là-bas, qui s'appellent en copinage et qui vont représenter les intérêts de tout le média en ligne. Et lorsque vous essayez, je termine par là, Président, s'il vous plaît, lorsque vous essayez de scruter chaque média en ligne, vous comprendrez qu'il y a des médias qui sont invités, contenu creux, vide, et qui ne sont là que pour diffuser de l'intox. Je crois que le CESAC doit se réveiller et prendre les choses en main. Finalement. Le président Tito, hein, vous êtes interpellé pour essayer de mettre un peu de l'ordre parce que chaque jour qui passe, il naît ou naissent des médias qui dérangent effectivement notre quiétude des journalistes. Et ma foi, on mélange un peu tout. John Chitende, Kin 24. Quelqu'un m'avait dit, mais il faut l'inviter lui parce qu'il a double casquette, juriste et journaliste. Ouais, c'est toujours un plaisir. Et je voulais vous féliciter pour votre concept audiovisuel. Hein, c'est très bien réalisé. Oui, oui. En jeu. AKM. AKM, ok, merci beaucoup. Très bien. Allô, Kinshasa Média. Absolument. Merci beaucoup. Absolument. Tout justement, c'est toujours un plaisir d'être là dans Club 50. Mais Patrick l'a dit, d'où Jésus aussi l'a dit, ailleurs, on a déjà légiféré sur la cybercriminalité. D'où il y a déjà des cyberdélits. Lorsque vous postez... Aux États-Unis, c'est direct. Ouais, hein? vous postez n'importe quoi Oui. attentatoire à la dignité d'une tierce personne, vous diffamez, vous dites n'importe quoi, on peut vous porter plainte, mais je voulais rassurer les amis, même en RDC, les mentalités évoluent, il y a déjà des juristes qui se mettent en place pour nous proposer un droit positif. Monsieur Chitende, pourquoi il n'y a pas une prise de conscience des journalistes congolais? Nous, au niveau de l'UNPC, on essaie de le faire, mais il y a toujours cette résistance à l'organisation de ce métier. Pourquoi on n'est pas jaloux de son travail, de son métier, des journalistes, lorsqu'on voit venir des gens qui polluent l'environnement et on les laisse parfois, ils vous appellent confrères. Jean-Marie, justement, c'est ça le problème. Il suffit de savoir aligner quelques mots, quelques phrases en français. Oui. Il y en a même qui ne savent pas aligner toutes ces phrases-là. Ils parlent une langue approximative vraiment à la langue de Molière. D'autres du côté avec un mélange d'ailleurs. Ouais, du côté d'âme. Moitié lingala, moitié français. Ouais, du côté d'âme. Voilà. En tout cas, certaines dames m'excuseront, ça peut choquer. Oui. C'est vraiment un champ propice aussi pour ces prostituées. Hein. Sur Internet. Oui, sur Internet. Internet. Pas sur Internet. Ouais. Dans la toile, là. Même sur la toile, même physiquement comme ça. Voilà. Parce qu'on en a été plusieurs fois victimes. Je voulais relayer ce que John a dit. C'est-à-dire, explication. Le vice-premier ministre en charge de la justice, il est venu à l'Assemblée nationale justement pour proposer la loi sur la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'elle propose d'aller interviewer les gens avec prétexte qu'ils sont journalistes alors que c'est pour aller chercher effectivement tout à fait une sorte d'appât. Elle profite un peu de ça, mais Jean-Marie, les journalistes en RDC, je ne sais pas, quelqu'un qui échoue quelque part, il a été couturière, maçon, charpentier, alors il a vite compris. Vous savez, les journalistes n'ont pas de limites, hein. Nous avons des fois accès aux célébrités. C'est toute une clé. Alors ils en profitent avec cette casquette. Je peux facilement rencontrer telle autorité, telle célébrité, et ils en abusent, mais rassurons-nous. À l'Assemblée nationale, ça ne passe plus. Hein. Ah oui. À l'Assemblée nationale, avec Mme Mabunda. Mme Mabunda régularisée. Elle avait fait une sorte de tabula rasa. Non, il n'y a plus accès, parce qu'avant-hier déjà, il y avait un précédent qui s'est passé. Lorsque le vice-premier ministre de la Justice est venu, après avoir présenté la loi sur la prorogation de l'état d'urgence, il est sorti, c'est moi et Yves Kankonde qui l'ont fait sortir pour faire l'interview à l'extérieur. Et lorsqu'on a fini l'interview, nous nous sommes éclipsés. Et il est parti, et les types de journalistes que vous connaissez, ils l'ont suivi. Et c'était la bagarre. Et aussi avec Simon Kabamba et Rigo, des vrais qui sont
à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ont mis les mécanismes pour empêcher ce genre de choses, même dans le hall de l'Assemblée nationale. Ça ne passe pas, tout est filtré, bien assaini là-bas. Tout est filtré, et il y a une liste de journalistes qui entrent, ça ne dépasse pas 20 organes. Ça ne dépasse pas. C'est pour dire que même non, c'est pas question de confinement. Ce que vous avez dit, moi j'ai échangé d'ailleurs avec notre consoeur qui est députée nationale, Christelle Vangou. C'est plus que excellente, Christelle Vangou. Ouais. C'est parce que cette disposition n'est pas dans la Constitution. Moi, j'avais proposé qu'il fallait qu'on ait l'ordre national des journalistes et communicateurs. Malheureusement, nous n'avons pas un soubassement constitutionnel. Il y a la loi de Moutinga d'ailleurs qui... Mais oui, justement, parce que je voulais raisonner sur ça. Oui, vous en êtes quand même pour quelque chose. Oui. C'est vous qui nous représentez à Kinshasa. Mais là, on voit... Je me sens interpellé. Oui, mais revenons... Mais ça, en une minute, j'aimerais quand même aborder dans le même sens pour parler de l'essentiel. C'est-à-dire les journalistes qui sont victimes de menaces. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Oui. Et moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Justement, je me pose une question. Qu'est-ce qui a changé entre la passation de flambeaux entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi depuis l'année dernière jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui fait que les gouverneurs de province, et je peux le dire, juste après l'émission de la semaine dernière, j'ai eu un gouverneur de province, je ne cite pas son nom pour donner trop de publicité inutile, qui a menacé le journaliste qui était sur le plateau, parce qu'il s'est exprimé par rapport à la gestion de sa province. Justement. Qu'est-ce qui fait que les gouverneurs s'arrogent le droit, et on a parlé de la Mongala, et même du Kasaï central, maintenant on parle de la ville de Kinshasa, on parle même de certains ministres qui ne se gênent pas de menacer les journalistes. Il y a des invitations, des plaintes qui fusent. On n'a plus peur des journalistes au Congo? On l'a vu sous Joseph Kabila, c'était encore pire. La situation d'aujourd'hui, elle est aussi inquiétante. Je crois que vous avez posé une très bonne question. Les contextes dans les provinces aujourd'hui étonnent tout le monde. Il y a des organisations de droits de l'homme internationales qui ont décrié le fait que les journalistes sont traqués ces 10 derniers mois. On se pose des questions. Qu'est-ce qui a donné autant de pouvoir, surtout dans les provinces? Les cas de la Mongala, Joël Kadé l'avait étalé largement ici. Donc, nous avons constaté que les journalistes sont abandonnés. C'est l'impression que abandonnés ou d'abord, non, abandonnés d'abord. Non, s'il vous plaît. Se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrefois. Surtout en ces stades de choses, moi je pense que c'est ces sentiments-là que nous avons en tant que journalistes, nous sommes abandonnés par nos organes. Nous sommes abandonnés par l'UNPC, nous sommes abandonnés par les organes qui devraient en principe alerter quand les journalistes ont été menacés. Nous avons déjà écrit, UNPC, pas pour moi, mais personnellement, voilà, ce qui fait encore nous sommes en train de travailler sur ça. Très mal, on a connu des organisations de droits de l'homme, ACAJ par exemple, on a connu avec les Katende, etc. Mais qui sont à peine, l'ancien journaliste était traqué à l'époque de Kabila, on le voyait se battre bec et ongle. Où sont-ils maintenant? C'est ça la grande question. On a l'impression... Les organisations tribalo-politiques. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. C'est ça l'impression qu'ils donnent. C'est-à-dire, aujourd'hui, les journalistes peuvent être traqués. Il n'y a pas d'engouement autour de ça. Les on se pose la question, à l'époque de Kabila, étions-nous les fonds des commerces pour certaines organisations de droits de l'homme pour qu'aujourd'hui, ils se taisent? Et on se pose encore une question, une bonne d'ailleurs. Pourquoi ce silence? Il y a un député qu'on a traqué comme un vulgaire... Jean-Jacques Bamba. Ils se sont tués dans toutes les langues. Oui. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'interpellateur. Et le deuxième élément, je termine par là, on risque de prendre toute l'émission pour parler de nous. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai. On va nous dire que Christelle Vwanga, notre consoeur, Daniel Safou, etc., les autres sont allés à l'Assemblée nationale, pas parce que les journalistes les avaient votés. C'est normal qu'ils défendent leur base électorale. Mais la bonne question, moi je me pose, il existe une loi dans le placard de l'Assemblée nationale sur la dépénalisation des délits de presse. La loi Moutinga, d'ailleurs, on l'appelait comme ça, nous avions assisté à plusieurs ateliers avec GED, etc. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi cette loi ne passe pas? Il y a des lustres aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire aux jeunes journalistes, puisque cette émission a un caractère pédagogique, tu peux voir ton voisin sortir nu, excusez-moi, tu le vois, tu dis, oh ben, un monsieur est sorti nu, tu prends, tu fais un élément, un papier, il regarde, il dit, oh, effectivement, c'était moi qui étais sorti nu, mais pourquoi ces journalistes là relayé, ça en terme à ma personne, on vient t'arrêter s'il porte plainte. Cette loi reste là à l'Assemblée. Aucun journaliste ne suscite. Donc, c'est-à-dire, le consoeur, nos confrères doivent aussi, c'est vrai, ils doivent aussi à un certain moment penser
aux collègues qui sont restés ici, aux journalistes, puisqu'ils ont le pouvoir aujourd'hui d'initier dans des commissions, parler de cette loi, ils doivent soutenir nous journalistes pour que finalement, exhumer cette loi, pour que la dépénalisation de la presse soit effective. De la même manière, je voulais rajouter quand même un élément, de la même manière que nous avons besoin forcément d'être protégés, d'ailleurs vous l'avez évoqué, parce que déjà, un journaliste, nous sommes là, il y a un problème d'identification même de ce journaliste. Pourquoi ces gens, parfois, dans de tribunes, se permettent de pouvoir aller au-delà? C'est tout simplement parce que ces journalistes, il y a aussi certains journalistes qui ne sont pas mieux identifiés, qui ne traitent pas des informations selon la rigueur journalistique. Parce que je ne pense pas qu'ici, dans Club 50, on peut se permettre de pouvoir aller au-delà ou diffamer des gens. Nous décryptons les éléments d'actualité en toute rigueur et en suivant effectivement le principe journalistique. Donc on peut, de la même manière que nous pouvons décrier le fait qu'il y a certains moutons noirs qui ont infecté la profession et qu'il nous appartient d'identifier de bons journalistes, de la même manière nous pouvons aussi interpeller ces acteurs des défenses des droits de l'homme qui ont... qui ne sont plus là, qui on ne sait plus reconnaître. Effectivement, Akage, Jed et les autres, vous êtes interpellés pour que, en tout cas, vous reveniez à vos missions des défenses des droits. Alors, je vais demander à Yon Chitene de brosser un tout petit peu l'état des lieux par rapport à notre thématique du jour, c'est procès 100 jours, jusqu'où ira-t-on? Parce que vendredi, il s'est clôturé effectivement les instructions, les témoignages, etc. Beaucoup de révélations troublantes, beaucoup de situations inattendues. Vous êtes juriste. S'il vous est demandé de faire, on peut dire, la cartographie, une photo rapide de ces procès, vous direz quoi? Ouais, je dirais ceci. D'abord, la phase des plaidoiries s'annonce palpitante. Là, d'emblée, et je voulais rapidement préciser les faits. Jean-Marie, je ne suis pas là comme le ministère public pour charger qui que ce soit, encore moins un avocat de la défense. Oui, un avocat de la défense pour chercher à innocenter qui que ce soit. Exprimez-vous. Mais ce que je voulais d'abord dire, c'est que il y a une question principale que je considère comme étant préalable. Et là, je prends les présidents de la République comme institution. Je ne parle pas je ne vois pas... De l'individu, Félix Tshisekedi. L'institution s'appelle président de la République et non président. Je sais que beaucoup de gens le savent. L'institution, c'est les présidents de la République. Oui. C'est toute une institution. Les présidents de la République travaillent avec un cabinet. Et dans ces cabinets... C'est l'un de ces services. Il y a, si pas le principal en tout cas, oui. Il y a un chef des cabinets. Ailleurs, on l'appelle chef des cabinets. Oui. Les directeurs des cabinets. C'est les chefs des cabinets. Maintenant, la question que l'on se pose, les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? Ben, certainement, parce que c'est sur instruction en général. Mais nulle part, on a la fuite que le chef s'est plaint, ou une fuite d'une quelconque blâme, un rappel à l'ordre. On peut facilement déduire que les chefs étaient satisfaits de la prestation de son chef de cabinet. D'ailleurs, on se rappelle que le président lui-même, à Londres, hein, je pense, oui, lorsque la foule scandait, oui. Il dit non, c'est mon chef de cabinet, il fait du bon travail. Je crois toujours à Londres ou en Europe, c'est là on va, pour laver son chef de cabinet, il a parlé des rétrocessions. Oui. Affaire 15 millions. Absolument. Affaire 15 millions. Oui. Tous ces jours-là, parce que vous me posez la question jusqu'où? 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 S'il agissait au nom, sur instruction de son chef, c'est là que les bas blessent, Jean-Marie. Mais hélas, malheureusement... Mais on dissocie assez rapidement parce que, moi j'ai entendu quelqu'un dire, le président, certes, il instruit, mais il ne va pas aller dans le détail, il ne va pas suivre au jour le jour, il fait confiance. Il ne donne pas quitus pour que vous trahissiez ou plutôt... Jean-Marie, nous parlons de l'argent, nous parlons des sous des Congolais, de nous autres contribuables.
C'est en termes de millions. Vous ne pouvez pas donner la vision et après vous partez dormir. Il faut quand même suivre. Mais le problème c'est quoi, Jean-Marie? Je vais rapidement revenir sur les contextes. Oui. L'actuel président prête serment le 24 janvier. Un jour après, il nomme son directeur de cabinet. À l'époque, la nouvelle assemblée, bien qu'élue, n'était pas encore installée. Mais au nom du principe de la continuité de l'État, on avait le gouvernement Tchibala. Parce qu'en principe, c'est une aberration parler du programme d'urgence du chef de l'État. Comment ça, une aberration? Non, Jean-Marie. Le président de la République, pourquoi on ne peut pas dire ça? Le président de la République n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Il est responsable. Il n'y a pas un organe de contrôle. Qui va contrôler le président de la République? Non, mais il ne pouvait pas rester comme ça. Mais oui, justement. En attendant c'est ça le piège. que le gouvernement arrive. Il ne pouvait pas rester. Il y avait un gouvernement. La République démocratique du Congo n'était pas sans gouvernement. Ils nous disent non, ils sont allés tirer des tiroirs des gouvernements Tchibala certains projets. Oui. Mais il faut travailler avec cette équipe-là. Vous tirez les projets, mais vous négligez les concepteurs ou les animateurs. Donc, d'après vous, pour vous, analytiquement, la faute a commencé par là. Je parle du péché originel. Est-ce la construction de maisons préfabriquées, d'ailleurs, entre guillemets, je ne sais pourquoi, pour nos militaires et policiers, pour qui j'ai beaucoup de révérences? Était-elle urgente? Eux-mêmes, comme c'est la grande muette, ils disent rien. Était-elle urgente? Et l'armée et la police disent rien. Un bon projet, maison préfabrication, bon projet, noble, tout et tout. Vous les tirez des tiroirs de l'équipe précédente, mais travaillez avec ces gens, bien qu'expédiant les affaires courantes. Mais Bitakwir a dit il a été mis de côté. Bitakwir, vous verrez qu'il était un peu morveux. Comme disent les Quinois, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous bouffez et vous venez m'amadouer avec... je vous ai demandé la photo parce que j'aimerais que nous tous ici, chacun à son tour, essayons de comprendre maintenant que... La photo tout justement, oui, on a assisté... Que c'est instruit. Oui. Maintenant que c'est instruit. C'était la première phase. Les plaidoiries vont prendre quelle direction? C'était la première phase. Oui. Les joutes judiciaires ont eu lieu pour éclairer la lanterne du tribunal. Nous tous, nous avons aussi suivi avec beaucoup d'étapage, parce que ça passait à la télé, mais des fois, l'administration de la justice demande beaucoup de sérénité. Oui. On a compris que dans les chefs de certaines personnes, ils voulaient un peu faire du show. Et ça, ce n'est pas bon pour une bonne administration. Mais les juges ont été bons, hein. Le feu, l'actuel, ils ont bien maîtrisé la chose. Après cette première phase d'instruction, à la plaidoirie, ça s'est... Maintenant, on peut dire que les procès en état. En état, c'est-à-dire que les partis ne peuvent plus se communiquer les pièces. Ils se sont déjà transmis toutes les pièces. Ils peuvent maintenant plaider. Plaider, c'est-à-dire, nous allons commencer par la République, l'avocat de la République, qui va essayer de charger les prévenus, dire en quoi la République a été lésée et qui doit être indemnisée en termes d'autant de dollars. Et après, le ministère public va monter au créneau pour encore essayer d'établir les faits. Les faits, ce n'est pas par rapport à la rue. C'est-à-dire, essayer de dire, vous voyez tel fait. Le fait de faire ça, en droit pénal judiciaire congolais, on l'appelle, il précise, et là, dans ces cas, il y a l'élément matériel, et il y a aussi l'élément intellectuel. 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 C'est-à-dire l'élément matériel, l'exécutant. On a vu tel, je prends... rapidement les noms de Massaro, hein. Oui. Je ne vais rien canaliser. Quand même, hein. Massaro est un exécutant. Oui, oui. Exécutant. Exécutant, par exemple, mais il y a l'auteur intellectuel. Il y a l'auteur intellectuel qui est souvent dans l'ombre. Qui est souvent dans l'ombre. Et là, c'est le ministère public qui détermine. Qui doit les démontrer. Mais dans les mêmes chefs du prévenu, on peut aussi retrouver les deux éléments. Vous êtes l'auteur intellectuel, c'est-à-dire vous avez tout conçu, et vous êtes passé aussi à l'axe. Mais généralement, c'est souvent deux individus distincts. Et les avocats de la défense vont essayer de disculper. Ils vont prendre la parole en dernière minute pour dire que ce sont des affabulations. Les juges doivent tout simplement constater que leurs prévenus sont innocents et les acquitter. Et à partir de ces moments, ils vont tranquillement aller chez eux retrouver leurs femmes et leurs enfants. Alors précisons qu'on ne fait pas le procès avant le procès. Hein. Pas du tout. On est en train d'analyser les choses en tant qu'observateur partout dans le monde. Je ne voulais pas argumenter dans un sens comme dans un autre, oui. Mais comme vous m'avez dit de prendre la photographie du procès,
Je crois que alors, d'où maintenant la question, considérant ce qu'on a pu voir cette semaine, surtout la deuxième phase, oui. Jusqu'où ces procès peuvent aller? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour la parole. Je crois que beaucoup de choses à dire hein, autour de ce procès, comme Parce on le que, dit. je vous aide un tout petit peu. Quand John Chitende dit, le péché originel, c'est les 100 jours. Il y a naturellement la notion de responsabilité devant le Parlement. Tout à fait. C'est le Premier ministre. Il y en avait un qui s'appelait Tchibala, avec tout son gouvernement, Tout à fait. qui pouvait, en attendant qu'il y ait le fameux gouvernement des coalitions, eh ben, Travailler. continuer à travailler. Tout à fait. Et on allait naturellement venir commencer à travailler pour la vision du président Tshisekedi, avec le programme conjoint avec le FCC, juste après que le Parlement ait validé le gouvernement du nouveau Premier ministre. Pourquoi on n'a pas attendu et est-ce que c'est un procès, oui, on va dire, du péché originel? C'est une contradiction relevée, je crois que les juges aussi auront apprécié. Oui. Mais j'aimerais quand même, je crois que les analyses de John Chitenge, à un certain moment, je trouve ces analyses un peu biaisées lorsqu'il dit les péchés originels. Je crois quand il faudrait remonter, il faudrait voir le chef de l'État. Parce que le directeur du cabinet agissait sous la vision du chef de l'État. Point d'interrogation. Il y a un Je crois, je m'inscris en faux contre cette analyse dans la mesure où on a connu dans ce pays Évariste Bouchab, alors directeur de cabinet du président de la République, Joseph Kabila. Il avait des démêlés en justice. Il a été mis à la disposition de la justice. Il a démissionné. On n'a pas dit que c'était Joseph Kabila qui l'avait envoyé d'avoir ces démêlés en justice. Donc je crois qu'il faudrait faire la part des choses. Si Félix Tshisekedi est arrivé à balayer sa propre cour, c'est parce que lui-même, en tant que chef de l'État, il a compris qu'il ne peut pas accepter que sa cour devienne une pétrolière. C'est ainsi qu'il a mis tout le monde devant la justice. Et nous, en tant que journalistes, je crois que c'est une première de ma mémoire de journaliste, c'est à nous de le saluer. Mais si je reviens sur le contenu... Vous allez continuer. Au vu de notre législation, au vu de la Constitution, est-ce qu'on peut voir un programme exécuté par le président de la République? On l'a déjà dit, je ne veux pas revenir sur ce que John Chitenge a dit, il a très bien brossé. Moi, je reviens plutôt au procès. Je vais répondre peut-être implicitement à votre question. Je crois qu'à ces stades de choses, l'étau est en train de se resserrer autour de Vital Kamerhe. Avec ce qu'on a vu lors de la dernière audience, on a vu, les Congolais sont passés par toutes les émotions, Jean-Marie. Malheureusement, les tristes émotions, tristesse, colère, haine, etc. Regardez autour de vous, regardez la souffrance pendant cette période, depuis que Félix Tshisekedi est président de la République. Mais regardez, on nous parle des millions, un mariage à $800 000 de cadeaux. Des millions qui se dilapident comme ça. Je m'en vais lorsqu'on a eu la passe d'armes entre Kamerhe et Bilonda, le conseiller principal du chef de l'État en matière économique, mais encore des révélations scandaleuses. C'est-à-dire Vital Kamerhe était toujours à la défensive, c'est tout à fait normal, il est parti défenseur. Lorsqu'il s'agit, on l'a chargé par un témoin ou par un autre, Vital Kamerhe a amené les arguments pièce contre pièce à l'appui. Mais regardez, quand Bilonda vous parle, il dit Bilomba. Marcelin Bilomba. Lorsqu'il vous dit, d'ailleurs, il ne s'agissait pas de 57 500 000, il s'agit de 66 millions. Kamerhe est resté à fond. Il n'a pas réagi autour de ça. Il a encaissé? Il a encaissé. On l'a vu les images. Vous n'avez pas suivi les procès, Jean-Marie Kassamba. Il a encaissé. Donc, c'est-à-dire, il se reproche de quelque chose. Je ne pars pas par des conclusions, mais pour vous dire où sont passés, je me pose la question. Marcelin était sérieux lorsqu'il parlait des 66 millions? Je crois que lorsqu'il est venu témoigner, il a témoigné sous serment. Il sait que c'est avec pièce. Il témoigne sous serment, il sait que ce qu'il dit peut se retourner contre lui. Moi, je m'en tiens à ses propos. Je ne vais pas aller dans les spéculations. Donc, c'est-à-dire 9 millions de dollars pataugent dans la nature. C'est ça le problème. Alors, il y a des gens... Il y a 9 millions de dollars qui pataugent, qui nagent. Dilué, là. Dilué, dans les poches, je ne sais qui. Massaro, je ne sais pas. La théorie des Débombo qui parlait. La théorie des Débombo. Ça, c'est les premiers éléments. De son excellence. Il y a même des confrères, malheureusement. C'est pas moi, hein. Jean-Marie Kassamba, c'est que quand je parle. Jean-Marc. Vous constaterez, il y a certaines personnes qui vous disent, non, l'excédent, c'était pour la TVA. Mon Dieu. TVA. La TVA, mon Dieu. Mais demandez à ses confrères qui disent si c'est l'information. L'État paye sa propre... L'État paye la TVA. Ah bon? Demandez à ses confrères, ont-ils des preuves de la Direction Générale des Impôts que l'État aurait payé 9 millions à la DGI
que sais-je encore, d'impôts. Donc, vous n'avez pas la parole. Juste, vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole. Non, en tout cas, je m'assume à mon argument. Ne complétez pas, je sais ce que je dis. Allez-y. Voilà. Donc, juste pour vous dire, Jean-Marie Kassamba, c'est révoltant pour les Congolais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours à la suite du procès, lorsque vous voyez quelqu'un comme Massaro, d'abord, on vous dit, un monsieur que la justice invite, il prend l'argument du lapin, il va se réfugier, je ne sais pas, dans les Bandundu, à Nsele. La justice les traque comme un fugitif, on l'amène, il vous dit que clairement, je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. Il y a un monsieur qui m'a fait une donation. Et le monsieur est concerné dans l'affaire. Il me fait une donation pendant quelle période? Pendant la période où Jamal venait de toucher les 57 millions. Et c'est là que lui, il achète des parcelles, il achète des immeubles, etc. Donc, nous, en tant que Congolais, c'est pourquoi je vous disais, les Congolais sont passés par plusieurs émotions. Et puis, il vous répond de manière, même mon fils, Biliv, qui a 5 ans, ne peut pas me répondre de cette manière. Lorsque je voulais sortir, on me pose la question chez M. Jamal, qu'on mette quel nom ici? Il dit, bon, mettez le nom de Soraya. On nous prend pour des boutons, pas urgents, on nous prend pour des noms de la farce, etc. Donc, c'est-à-dire, ça fait très mal. Les Congolais ont vu ce qui se passe au niveau de la présidence, ce qui se passe au niveau du sommet de l'État, c'est écœurant. Et moi, je crois qu'à ce stade des choses, il ne me revient pas de tirer les conséquences de ce qui va se passer, mais je crois que les taux se resserrent petit à petit. Je vais poser cette question, on va dire de confiance, pour ne pas dire une question allez, j'allais être plus dire d'honneur en matière de l'institution présidence de la République. Lorsque on voit ce qui s'est passé entre le conseiller Bilomba, Marcelin, et le directeur des cabinets, est-ce que ça ne gêne pas? Jean-Marie, je pense que Parce que jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe est toujours directeur de cabinet. Il est directeur de cabinet, ça gêne. Je pense que dans mon article, j'ai écrit « Procès ministère public contre Vital Kamerhe et consort, le pièce du puzzle constitué ». C'est-à-dire la dernière intervention de Bilomba a justifié la pièce du puzzle. Tous étaient en train de patauger. Ils s'accusaient, ils prenaient les arguments pour se justifier. Mais et voilà, la pièce sort, ce n'est pas le 57 millions, ce sont les 66 millions. Et l'argent qui a été amené en Turquie, ce n'est même pas le 57 millions, 12 millions, 7 millions. 7. Et le prix de la maison, ce n'est même pas ce prix-là, ça pourrait être 4 500 $. Oui. La question que je me suis posée, avec les 66 millions, lorsque nous décrions ici, est-ce qu'il y avait urgence pour toutes ces histoires-là? Il n'y avait pas urgence. Il y avait un gouvernement. Mais la circulaire, la note circulaire du directeur de cabinet a paralysé le gouvernement. Mais cette note circulaire était avec ou sans le quitus du président de la République? C'est ça la question qu'il faut poser. Puisqu'il argumente que je le fais sous instruction du chef de l'État. Parce que la note circulaire, c'est de là qu'est partie la neutralisation du gouvernement Tchibala. Justement, les contrats y étaient. La question que moi je me suis posée, est-ce que les 66 millions ne pouvaient pas être affectés dans les cimenteries? Cimenteries de la République démocratique pour accroître la production en ciment. Et nous construire des maisons en dur que nous apportaient les préfabriqués avec la substance toxique d'ammoniac qui échappe aux Congolais. Puisque nous avons des maisons préfabriquées qui a la substance toxique d'ammoniac. Voilà. Est-ce que les 66 millions ne pouvaient pas... Nous avions dit ici, Kabila laissait de l'argent à la présidence. On a cassé... Plusieurs milliards de dollars. Plusieurs milliards. Mais on va confirmer. Hein? Mais oui, justement. Et je voulais que les Talibanais nous disent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je les protège, hein, ce sont tout. Oh là là. Allez-y. Ça veut dire quoi les Talibanais? Un peu de respect pour les compatriotes. Puisque le régime passé, avec les ONG des droits de l'homme que vous avez cités, aujourd'hui à fond, ont chargé Kabila. Et l'argent était laissé à la présidence de la République. L'argent du contribuable congolais. Où se trouve cet argent? C'est l'argent qui construit des maisons sur Nyangwe. C'est l'argent qui a servi à plusieurs
voyagent à l'extérieur et les Congolais restent impayés, les 66 millions devraient être affectés aux plusieurs entreprises des cimenteries. Je vous pose cette question pour et compléter. Ça devrait constituer... Attendez. Il y a une question que j'avais reçu cette question avant cette émission. Quelqu'un me dit, mais comment on peut sortir l'argent du trésor sans respecter la chaîne de dépenses, sans contrat, notamment pour les Libanais? Mais tout à fait. Ce n'est pas une violation. C'est une violation, c'est ça ce qu'on appelle les détournements. Puisque les contrats dont on fait allusion, moi j'ai fui au ministère du Développement rural, mais je suis parti plus tôt. Il y avait justement les contrats de 900 maisons pour 26 millions. Et on réactualise ces contrats, pas avec l'avis des non-objections. On réactualise ces contrats pour 1500 maisons, c'est-à-dire on ajoute 600 maisons pour 57 millions. Mais ce n'est pas Vital Kamerhe qui ajoute, hein? Mais écoutez, qui donnait l'instruction? Vous avez suivi les gouverneurs de la banque. Vous avez suivi les ministres des Finances. Nous avons été instruits par terre. Le problème, c'est quoi? C'est que l'opinion n'arrive pas à comprendre. C'est que toutes ces questions sur la traçabilité des comptes partis de tel à tel, c'est pour aboutir à la jeunesse qui a donné cette instruction. Sitôt l'argent transféré dans le compte des Raobank et de Ecobank, sitôt transféré dans le compte des Raobank, ça a pris une destination inconnue. Alors, nous disons, ce procès, c'est la honte de la République démocratique du Congo, qui a terni l'image. Mettez entre guillemets. Non, je ne peux pas mettre entre guillemets. La République est savonnée sérieusement. L'image de la République à l'extérieur. Ce procès est suivi, diffusé, rediffusé par la chaîne mère. Et vous savez ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez avoir confiance aux partenaires extérieurs? Plusieurs voyages à l'extérieur, ça nous a ramené quoi? Ben, il y a quelques paliers qui commencent à venir. Hein. Ben Banque mondiale, un peu... Non? Mais les dollars aujourd'hui à combien? 20. Et où est-ce que nous allons arriver avec les Congolais? Je reviens à vous tout à l'heure, plus Romain. J'aimerais, M. Kalenga Patrick, pourquoi Vital Kamerhe est serré, on va dire, l'auteur à la fois intellectuel, l'homme sur qui tous les péchés d'Israël tombent, alors que on a parlé du péché originel? Les documents ont tourné, M. Bilomba a dit qu'il a fait des notes, etc. Il y avait la coordination dans laquelle il y avait délégués de chaque service. Pourquoi il est seul à tout encaisser? Bon, en fait, je ne veux pas entrer dans cette histoire de péché originel pour ne pas aussi creuser dans ce qu'on appelle le péché originel. Vous avez peur d'être invité. Au fait, c'est pas question d'être peur. On doit être objectif dans notre analyse, c'est vrai. En fait, je suis de ceux qui pensent que il peut y avoir un péché originel, mais on peut aussi arriver à comprendre que la personne du président de la République qui a compris qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas normaux, ce problème-là, il fallait quand même laisser les responsables devant la justice répondre de leurs actes. C'est vrai, nous sommes ici sur Télé 50, le président Jean-Marie Kassamba gère de personnes, ok? Le président Jean-Marie Kassamba peut faire des annotations sur un cahier des charges, mais écoute, vous m'avez présenté un cahier des charges, bon d'accord, je fais des annotations, voir tel monsieur, voir Katalaï, voir tel monsieur, etc. Alors, il n'appartient pas maintenant à son collaborateur de commencer toujours à se prévaloir sur instruction de tel, je fais ceci sur instruction. Ça, c'est quand même de... Mais il y a quelqu'un, vous allez continuer, mais il y a quelqu'un qui a dit, si c'était fait une fois, ça peut passer, 2 fois, ça peut passer, mais ça prend quand même un temps. Justement, mais... C'est tout un processus. C'est ça si un processus prend des tournures un peu, pas loufoques, mais compliquées, on doit se poser des questions. Ma réponse va s'entrelacer avec la question fondamentale que vous avez posée, jusqu'où iraient ces procès. Oui. Au fait, nous sommes là en face d'un crime intellectuel, un détournement intellectuel. Crime intellectuel. Oui, justement. Au fait, il y a un projet qui existait, un projet de 26 millions, un projet de 900 maisons.
vous allez vous demander un avenant pour augmenter le montant du projet initial. Or, le directeur de marché public avait bien dit que le montant de l'avenant ne peut pas excéder les 15% du contrat initial. Ça veut tout simplement dire que le 57 millions a augmenté de 300% le montant du contrat initial. C'est illégal déjà. Donc il y a déjà... C'est illégal. C'est ça le problème. C'est ça, on a violé la loi. Il y a eu irrégularité. Donc ma question de tout à l'heure, vous avez tendance à exonérer les responsabilités, mais je réponds à cette question. Oui. Lorsque on instruit les directeurs de cabinet d'augmenter le nombre de maisons, d'accord? Est-ce que les conseillers font remarquer, Monsieur le Président, c'est bien, vous avez eu l'ambition de rendre encore plus important ce projet, mais la loi nous interdit de faire un avenant au projet originel pour dépasser les 15%. Auquel cas, il faut annuler le projet originel pour faire un nouveau projet qui n'a rien à voir avec ça. Non, la question, elle est bien posée, mais elle comporte certains germes de confusion, dans ce sens où... Pourquoi les conseillers multiples d'ailleurs qui sont à la présidence n'ont pas relevé ce fait que justement Vital Kamerhe pouvait, dans cet élan-là, faire violer la Constitution. Mais c'est ce qui a été dit d'ailleurs, le conseiller, s'il vous plaît mon cher. Le conseiller principal du chef de l'État, d'ailleurs Marcelin Bilomba, lorsqu'il est passé devant les juges, il a très bien dit que dans cette histoire, à chaque fois qu'on cite le nom du président, il faut savoir que le président donne la vision, mais ne donne pas quitus à un tripatouillage. À un moment donné, lorsque lui-même, parce que c'est un expert aussi de toutes ces questions économiques et financières, il a compris qu'il y avait un problème. D'ailleurs, les gens qui constituaient la commission n'étaient pas notifiés. Vous remarquerez même que John Toumba, lorsque on lui pose la question, il a dit bah, moi, on m'a dit que j'étais un coordonnateur et tout, mais j'ai commencé exactement à travailler après quelques temps, etc. Mais maintenant, là où... Nicolas Kazadi, excusez-moi. Ouais. Et là où je voudrais en venir, c'est par rapport au rebondissement du montant. 66 millions. Nous sommes là, le ministre de Finances reçoit une demande du directeur de cabinet de pouvoir décaisser les fonds, les 57 millions, la totalité du montant, les 57 millions, chose qui est une irrégularité encore, parce qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas décaisser la totalité du montant avant qu'il ait quand même le produit en question. C'est-à-dire que le directeur du cabinet a demandé le décaissement des 57 millions pour des produits importés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entrepreneurs congolais, ce ne sont pas des constructeurs congolais qui vont bénéficier de ce montant-là parce qu'il y avait de l'argent. Restons dans la thématique. Je suis dans la thématique. Jusqu'où on va aller quand on voit les prestations de Bilomba, de Kazadi, de tous ces gens. Est-ce que Vital Kamerhe, je vous ai posé cette question, il faut quand même essayer d'éclairer l'opinion par rapport à cela. Est-ce qu'il est le seul, comment dire, pécheur, le seul qui a tout fait de travers et qui mérite la sentence capitale? Il n'est pas le seul parce que lorsque déjà on remet en question les 57 millions et on parle de 66 millions, ça veut vouloir dire que la Banque centrale qui a décaissé ces fonds-là doit avoir la traçabilité. La traçabilité, effectivement, parce qu'il y a de mécanismes. À qui a profité? Il faut qu'il y ait de relevés. Il faut qu'il y ait des relevés. Et d'ailleurs, lorsque la Banque centrale arrive à valider le décaissement de fonds, la Banque centrale a toutes les capacités du monde à connaître la traçabilité journalier, la traçabilité mensuelle, etc. Il a tous ces relevés-là. Pourquoi vous réservez? Ça peut aller jusqu'où? Tous ces relevés, donc ça peut aller. C'est-à-dire qu'il y a des têtes qui n'ont pas été citées dans ce procès, qui peuvent aussi revenir pour éclairer ça m'étonne justement la transition. J'aimerais rebondir dans ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Lorsque le directeur de cabinet donne l'ordre
qu'on paye les 57 millions. Il donne l'ordre au ministre de Finances, le gouverneur de la banque décaisse. Alors que le conseiller économique, financier du président de la République dit ce ne sont pas les 57 millions, c'est 66 millions. Donc, ça veut dire que Henri Have a menti, le gouverneur de la banque a menti, et la pièce du puzzle se trouve avec le conseil du chef de l'État. Puisque le montant est... Mais oui, justement, puisqu'il a dit, les documents sont là. Oui. Où serait parti la défense ces documents? Non, le problème, c'est que, Jean-Marie, c'est qu'il faudrait dire, la responsabilité, nous le pensons. Nous sommes en train d'analyser, nous pensons que la responsabilité, elle sera collégiale, dans la mesure où... Collégiale. Si. Laissez-moi parler. La faute, elle est personnelle. Dans la mesure où, si le conseiller spécial du chef de l'État arrivait à apporter des profits, on l'a vu, il a prêté sous serment. Il sait que ce qu'il a dit peut se retourner contre lui demain. Je ne pense pas qu'il va passer pour apporter ça. Sur les 8 millions, 9 millions, sur le 9 millions, moi je parle de 9 millions. 9 millions 700 000. Si le ministre des Finances, si le gouverneur de la Banque centrale, effectivement, savent qu'ils ont décaissé 66 millions et qu'ils ne l'ont pas dit devant, je crois qu'ils ont une responsabilité. C'est là où j'ai parlé d'une responsabilité collégiale. Mais je reviens à ce que Pius dit. Pius, nous sommes journalistes. Il faudrait qu'on ait cette élégance-là. Nous sommes un modèle, des modèles pour notre société. Vous ne pouvez pas venir relayer les propos qui se racontent dans la rue. Les talibans ont dit ceci, etc. C'est indigne de nous. C'est là où je vais rebondir pour te dire, non, je crois que c'est très important. Et le président de l'UNPC, Kinshasa, est avec nous ici. Lorsque Pius, par exemple, dit, je réponds à votre question implicitement à ce qu'il a dit. Vous dites jusqu'où ira ce procès. Les juges. Vous faites allusion, bien évidemment, au chef de l'État. La responsabilité du chef, bien évidemment. J'aimerais quand même éclairer par rapport à cela. Que dit la loi? Nous sommes au pénal. Que disent les textes? Jean-Marie, nous sommes au pénal. Oui. Kamer le répète si bien. Même mon fils commence à le répéter. Pièce contre pièce. C'est ça le pénal. Vous ne viendrez pas raconter votre vie comme à l'église. Donc, c'est-à-dire, si la responsabilité de Félix Tshisekedi est impliquée, il faut qu'il y ait des pièces. Il faut qu'il y ait des pièces. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire, lorsqu'on a cité les témoins, Koko Kayudou, la République l'a bien dit, le ministère public l'a très bien dit, nous avons le langage bancaire avec nous. Les chiffres ne mentent pas. Les Congolais sont embrouillés, réfléchissent avec passion. Les gens ont vu une dame témoigner. Oh, elle a bien parlé français. Elle est géniale. On acclame. Mais attention, nous sommes au niveau de l'instruction. Pièce contre pièce. Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. Pour moi, il n'y a pas de pièce. Allez-y. Protégez-moi, Jean-Marie. Je protège Bélézou quelque temps, oui. Allez-y. Il n'y a pas de pièce. Atterrissez. Protégez-moi, président. Nous sommes en direct, atterrissez. Pourquoi vous agitez pas? Allez-y. Tranquillisez-vous. Attendez. Ce n'est pas une émission de religion, vous allez vous insulter avec des passions. Ça, nous allez-y, pièce. Il n'y a pas de pièce contre pièce. Mais attention, on a parlé de la pyramide des preuves. Vous suivez les avocats de la République. Oui. Donc, c'est-à-dire dans le pénal, même les jours de la plaidoirie, vous pouvez amener une pièce. Oui. Vous brandissez la pièce par devant les juges et la partie défenderesse peut solliciter de voir la pièce et en discuter sur l'authenticité ou pas. C'est-à-dire, demain, les juges et demain les avocats de la République peuvent vous brandir un langage bancaire pour vous dire comment expliquez-vous, Madame Amida, le lendemain de 57 millions par exemple, ça c'est un exemple que je prends, au lendemain du transfèrement par la Banque centrale vers les comptes Samibo, vous avez reçu 3 millions de dollars. Comment expliquer, lorsqu'on pose à Massaro la question, les juges ne sont pas fous. On vous dit, comment expliquez-vous, vous êtes tapé une maison de 300 000 dollars, vous avez acheté une parcelle de 1 157 000 dollars à Gombe, comment avez-vous fait? Il répond avec légèreté. Excusez-moi, si les juristes et moi, je n'arrive pas à ingurgiter cela, vous ne me demandez pas comment j'ai couché, j'ai été avec ma famille hier. Mais écoutez, c'est de l'immaturité, parce que lorsque les juges vont vous brandir un document pour vous dire, au lendemain du transfert, ceci, cela, comment expliquez-vous que le transfert d'argent s'est fait de la Banque centrale ou du groupe Samibo vers vous
3 millions ou 200 millions. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on réfléchisse par émotion. Laissons les choses évoluer. Parce que quand vous posez la question jusqu'où, Beledou l'a dit, vous voyez les chefs de l'État. Avant d'en parler, je oui. voulais dire que, je serais tenté de dire que ces procès plutôt révélateurs. Est-ce qu'il n'est pas politique de voir si le chef de l'État aurait reçu l'argent? Ce n'est plus votre tour. Ces procès révélateurs. Est-ce qu'il n'est pas politique du désordre qui régnait ou qui règne au sein du cabinet du chef de l'État? Soit qu'ils nous disent son directeur des cabinets était un super directeur du cabinet, qui s'est comporté... Mais qui ne sait pas qu'il s'était arrogé du pouvoir Moi, excessif. je ne parlerai même pas des vice-présidents, j'ai parlé du coprésident de la République. Coprésident. Coprésident. Et par conséquent, il s'est comporté en électron libre, il s'est croyé tout permis. D'ailleurs, ces procès a commencé comment? C'est à la suite de la clameur publique. Qui sur 15 millions. Tout est parti d'abord des sauts de moutons. Bien que ça mais c'est vrai qu'on n'en parle pas de moutons, là aussi il y a dit peut-être que si on disait Jean-Marie, nous ne voulons pas que et depuis qu'on a appris que c'était le projet de Kadhafi, Jean-Marie, à propos des sauts de moutons, nous ne voulons pas que si on disait des choses aussi, des mains que vous apprenez, qu'on nous a invités du côté de l'IMT. Ouais, donc c'est comme ça qu'on fait. Ouais, on ne parle pas des sauts de moutons ici. Nous parlons des on ne parle pas des sauts de moutons. D'ailleurs, je dois féliciter. Les sauts de moutons sur 24, c'est presque terminé, c'est beau. Félicitations. Lorsqu'on a découvert certaines choses, on l'a relégué au second plan. Et maintenant, ce sont des maisons préfabriquées. Même les 15 millions, on n'en parle pas. Mais la responsabilité pénale du chef de l'État, Jean-Marie Kassama. Mais il est protégé, non? Le chef de l'État n'est pas poursuivi en claquant les doigts. Comme ça. Même si on démontrait noir sur blanc là-bas qu'il y est pour quelque chose qui serait impliqué. C'est une démarche élastique. Lourde. Et ça se joue entre les procureurs près la Cour constitutionnelle et les congrès. Les deux chambres réunies. Les deux chambres réunies. Et il ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Il faudra alors dans ces cas démontrer que le chef de l'État, par ses agissements, il a violé la Constitution. Lui qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, donc, il n'a pas veillé sur ça. Donc il ne faut même pas... Les gens qui veulent faire peur à Félix Tshisekedi disent que voilà, ce procès risque de violer. C'est un pétard mouillé. Pétard mouillé dans la mesure où, on l'a vu, on voit l'évolution du procès nulle part. Après le procès, on a cité Christian Tshisekedi aurait reçu des millions. Tel autre aurait reçu. Mais jusque-là, on ne voit aucun membre de la famille du chef de l'État. La famille du chef de l'État a été citée. Insinuer des choses. Intelligent qu'il est, il a insinué des choses. Donc je ne voulais pas ici exposer les prestiges pour jeter la confusion. Moi je suis un homme d'État, je suis lié au devoir des réserves, monsieur. Mais c'est votre innocence ou culpabilité qui est en jeu. Vous ne pouvez plus tenir ce discours. Mais si les mouvements de fonds sortaient... Mais il peut aller déposer près les ministères publics, près les tribunaux. Les mouvements de fonds. Les mouvements de fonds. Mais même si dans ces cas, on démontrait noir sur blanc que le président de la République était informé, le président de la République était au courant, d'ailleurs, dans les partages des rétrocommissions, non, c'est sa famille là, il n'y a pas de problème. La famille ne peut pas se cacher derrière un quelconque privilège. Moi, je parle du chef de l'État, le président de la République, l'institution président de la République. C'est une longue procédure et c'est pas évident. Il ne faut même pas regarder la il faut d'abord voir l'opportunité de poursuivre les chefs de l'État. Les congrès doivent accepter les cérémonies, les voter et à la demande du procureur près la Cour constitutionnelle, si le procureur ne voit pas l'opportunité de poursuivre les chefs. Mais il peut garder les dossiers sans suite. Pétard mouillé. Et dans les cadres même de moi, je pense, Jean-Marie, que la présence du conseiller économique du chef de l'État, Bilomba, c'était justement pour arrêter cette hémorragie de citer tout le temps le chef de l'État. C'était pour siffler la fin. Mais oui, c'était pour des insinuations. Mais oui, des insinuations. Tout était sur instruction du chef de l'État. Sur instruction du chef de l'État. Or, au pénal, comme l'a dit Beledou, il y a l'auteur intellectuel et l'auteur matériel. Donc l'auteur matériel, c'est Vital Kamerhe. L'auteur intellectuel, c'est le chef de l'État, puisque c'était sur instruction du chef de l'État. Et la présence... C'est encore frauduleux, ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Encore frauduleux. Oui, c'est pourquoi... Réexplication. C'est pourquoi je dis... Réexplication. C'est pourquoi je dis la présence... Accordement frauduleux. La présence... La présence... Très frauduleux. C'est pourquoi je dis la présence du conseil du chef de l'État. Oui, Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba. C'était pour arrêter cette hémorragie de l'ICT. Est-ce que l'opinion a compris ça comme ça? Mais l'opinion n'a pas compris, parce que Beledou l'a dit, il suffit de parler un bon français. Il a bien dit. Il a dit. Même moi à la maison, je dis avec mes neveux, je dis, il faut faire attention.
Ce n'est pas un procès au civil, c'est un procès au pénal. Même les petits gestes à l'oreille, ça compte. Voilà comment ils se sont embrouillés. John l'a dit. Écoutez, un simple fonctionnaire de la SONAS, on peut faire la comptabilité, même du chef du cabinet, du directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. Il a dit sur une station de la radio qu'il touchait 12 millions de francs congolais. 12 millions fois 17 mois, ça vous prend combien? Ça ne vous prend pas 1 million de dollars. Non, non. Mais alors, ces immeubles-là, les cadeaux de mariage. Les cadeaux du mariage, oui. C'est pour une première, depuis que la République démocratique du Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, que dans un mariage, il y a... Mon Dieu, ça me fait mal à la tête. Attends, Pius, je voulais rebondir sur ce que mon ami Pius est en train d'évoquer. Déjà vos émotions, monsieur Pius. Déjà, lorsqu'on évoque la question du blanchiment d'argent, c'est effectivement sur cette question-là évoquée par Pius qu'on peut analyser. Nous sommes au mois d'avril, il y a 57 millions qui est décaissé et logé à Robank. Alors, il y a le compte de... il y a le compte qui est... il y a le compte de Madame Caméré qui est mouvementé. Des montants exorbitants. Alors, la justification par rapport à ce mouvement, c'est quoi? Non, il y a eu mariage, nous avons reçu des cadeaux, 823 $, etc. L'opinion a digéré ça. Non, non, l'opinion n'a pas digéré, mais il y a... Non, l'opinion n'a pas digéré. On dit que c'était un mariage prestigieux, on a eu des immeubles luxueux, etc. Voilà, c'est-à-dire que dans les blanchiments, nous sommes... Elle oublie le numéro de RC. Donc nous sommes dans un champ des blanchiments d'argent où des éléments comme ça viennent simplement pour justifier quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est pourquoi même les éléments qui ont été évoqués par rapport à l'auteur intellectuel, le blanchiment d'argent et détournement, déjà tous les éléments du PESOL commencent à se réunir. Avec Marcelin Bilomba, on comprend particulièrement bien qu'il y a eu un auteur intellectuel qui a demandé le décaissement de fonds, qui a donné le plan des décaissements au niveau de la Banque centrale et au niveau du ministère de Finances. Cet argent est sorti au mois d'avril, une fois logé dans les comptes, l'argent est sorti, alors c'était 57 millions, mais ce qui est sorti pour l'importation, ce n'était que 12 millions, mais 7 millions pour la Turquie et 5 millions pour la traçabilité. D'ailleurs, on n'a pas vu la traçabilité même de ces 5 millions. Mais si je vous pose cette question, la parole va tourner un tout petit peu. Dans la distribution de l'argent, si, allez, je vais extrapoler un tout petit peu, vous allez m'excuser, mais si la famille du président ait profité de quelques sous que ce soit, c'est préjudiciable ou pas? Le président de la République? Oui. Tout à fait. Non, mais c'est préjudiciable. De toutes les façons... Mais jusque-là, on n'a pas encore de pièces. Non, on n'a pas de pièces parce que déjà, lorsque le juge demandait aux prévenus de proposer des témoins qui peuvent venir pour affirmer ou invalider... que les gens de l'UDPS, la famille du président, pour il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces. Ça veut vouloir dire que ces gens-là ne sont pas à blâmer, il faut les laisser. Non, voyons les éléments. Seulement si, lorsqu'on va poursuivre la traçabilité de l'argent, puisque ça pourrait, comme on le dit, l'argent était dans le compte de Sami Djamal. Oui. Et on va demander à Sami Djamal, l'argent est sorti, c'est 12 millions de dollars. Les 7 millions ont été envoyés en Turquie, à Istanbul. Où serait parti le reste? Voilà. Peut-être dans le lot restant. Dans le lot restant, il peut dire, voilà, j'ai envoyé dans tel compte, j'ai envoyé dans tel compte, j'ai envoyé dans tel compte. Et attention, c'est là où... C'est la question que je vous passe une information. Il y a eu, nous sommes journalistes, il y a eu une réunion très importante en janvier 2020 à la présidence de la République. À la présidence de la République, où les chefs de l'État s'étaient sérieusement fâchés contre ces conseillers. Je crois que les journalistes avertis ont eu cette information. Le chef a dit, comment est-ce que certains documents ne me parviennent pas? Tout à fait. Il y a eu des documents. C'est là où je reviens sur la responsabilité des Camérés. Qui ne sait pas que Vital Caméré nous donne l'impression d'être un co-président, comme l'a dit. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire, on le voyait même par la symbolique, les images. Les chefs qui partaient déjà,
un directeur de cabinet qui demande au cortège du chef qui le fait arrêter pour sous-prétexte dans les oreilles. Non, ça devenait trop. Dans ce pays, on a eu des Némi Wilania, on a eu des éminents directeurs de cabinet. On ne l'a jamais vu. C'était la visibilité. Lorsque vous avez quelqu'un qui était votre colistier, qui était candidat président de la République, qui est de l'UNC, il aurait fallu que Vital Kamerhe s'efface un tout petit peu. Voilà où m'amène, je vais terminer par là, voilà où m'amène ma réflexion. On a compris qu'à la présence de la République, il y avait du je t'aime, moi non plus. Voilà. Regardez, s'il vous plaît. C'était pas franc. Non, c'est ainsi que je veux rejoindre les professeurs Mbelo. C'est un toxicologue. Il est passé à la RTNC. Il a dit, ce qui se passe à la présidence de la République, n'allez pas dans des conclusions hâtives pour dire qu'il s'agit de Covid-19. Je l'ai suivi, c'était à la RTNC. En tout cas, si les services me suivent... Laissez-moi parler. Je vais terminer. Il dit, d'ailleurs, Kassoromouem a été sur ce plateau. Oui, absolument. Il a dit qu'il n'y a pas de preuve. Il faudrait que, puisque les symptômes du coronavirus sont pratiquement les mêmes avec les symptômes de poison, il faudrait que les morts de la présidente de la République puissent subir l'autopsie aussi pour terminer, pour dire, on voit déjà quel est le climat qui règne à la présidence de la République. Et nous, en tant qu'observateurs, nous pensons qu'à la présidence de la République, c'était du Tom et Jerry. Des gens qui se couraient derrière les millions. Et c'est où l'intérêt du peuple, les Congolais qui nous suivent? Lorsque les millions, c'est dilapidé comme ça. J'étais sur les sabliers, je me rends compte que nos minutes s'amenuisent. Vous avez posé une question, une très belle question. L'avenir de l'Alliance. Roger Lumba l'a dit, il faut que ça divorce. Mais on n'a même pas spéculé dessus. Comment ça? Même si Vital Kamerhe était acquitté. Blanc comme neige. Comment va-t-il évoluer auprès du chef? Bon, on se pardonne. Non, mais les carottes sont cuites. On se pardonne. Mais je ne voulais pas aussi mêler directement l'alliance. C'est-à-dire que... On a dit que c'est entre l'UNC et l'UDPS, c'est pas entre individus. Mais voir Vital Kamerhe en prison aux côtés d'Etienne Tshisekedi, je ne vois plus. C'est malsain, c'est malsain. Comment ça malsain? Parce que déjà, les Kinois disent Maïsé Sopani. Et Sopani. Maïsé Sopani. Il n'y a plus moyen de les ramasser. Parce que les deux se regardent déjà en chaîne de défaillance. D'où l'a dit, c'est les je t'aime moi non plus. Et je ne vois pas les collaborateurs du chef, en commençant par M. François Mwamba, qui est maintenant le conseiller stratégique. Quelque chose dans ce sens. François Mwamba. Il fait la commission. Il s'occupe de la traçabilité. Voilà. Alors, voir... de tout ce qui se passe. C'est le bon sens même, Jean-Marie. Ils ne peuvent plus marcher ensemble parce qu'ils ne vont pas regarder dans la même direction. Mais s'il y a remaniement, comment ça va être? Mais cela ne donne pas un coup fatal à l'Alliance. Non. L'Alliance est jusqu'en 2023. Les postes ministériels dévolus à l'UNC restent. Oui. Je me dis aussi quelques conseillers estampillés UNC à la présidence. Vous dites son contraire. Ils deviennent... Mais non, on réfléchit. Mais on garde l'alliance. Si l'alliance n'existe pas, comment est-ce qu'on va... Moi, je parle là, c'est un contrat intitulé personnel entre deux individus. Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe. On sait que les partis politiques se confondent à leur leader. Voir Vital Kamerhe aux côtés de Félix Tshisekedi, je ne les vois plus. Mais tout de même, ils peuvent trouver une formule savante pour qu'ils continuent à cheminer ensemble jusqu'à 2023. Oui, mais effectivement. Alors, terminons l'émission. La question que vous avez posée par rapport à l'Alliance, nous l'avons dit plusieurs fois. Et je l'ai dit de plusieurs manières. Vous le voyez comment? Un couple qui se dispute en permanence, il y a eu même des procès, etc. Est-ce qu'ils peuvent se remettre ensemble? Mais ce régime semble nous faire voir que... Oublions le passé. C'est un régime de poursuite des individus au lieu de s'acharner sur les besoins sociaux de la population. Non, c'est un état de droit. Nous tendons vers un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la justice. Et la justice a toujours existé depuis longtemps. C'est la justice qui élève une nation. Attendez, je suis tout à fait d'accord. C'est la justice qui élève une nation. Je suis tout à fait d'accord que la justice élève une nation. Regarde la bourde qui s'est passée au Sénat pour une dispute interparlementaire qui concerne la Chambre. Puisque dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, le règlement le dit. Il y a les immunités parlementaires. Mais vous avez dit ici comment ça s'est passé. Même Tambo Mwamba était
pris comme un vulgaire messie, il faut enlever les immunités, alors que c'est une question parlementaire. De quelle justice voulez-vous parler? Une justice à double vitesse. Non, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Non, laissez-moi parler. C'est-à-dire, notre justice, et je suis d'avis avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la justice, qu'il faut des réformes conséquentes. Nous avons une justice, mais une justice à double vitesse. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ne parlez pas au Dieu le Père, vous allez en prison. Mais je crois qu'il y a quand même des responsabilités à balayer. On est presque juste pour terminer, oui. Je crois que la justice, nous sommes effectivement, je corrobore à l'idée de droit ou en état de terreur? Nous sommes, il n'y a pas d'état de terreur. Nous sommes en train d'avancer vers un état de droit. Effectivement, dans tout pays, sous d'autres essieux, il y a toujours des entorses de procédures, etc. Effectivement, on ne cesse de le relever, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit dire qu'on n'est pas dans un état de droit, on est dans un état de terreur. Non. Le procès qui est là... Il n'y a pas instrumentalisation de la justice. Non, il n'y a pas instrumentalisation parce que tout ce que... D'ailleurs, ça passe à la RTNC. Ça passe, nous voyons tout. Nous avons des jugements, nous pouvons nous faire une idée. Mais je voulais dire un... Très vite, je voulais dire un élément par rapport à l'alliance, l'avenir de l'alliance, en fait. Non, c'est en fait, par élégance. Par les élégance des directeurs de cabinet, qu'ils soient condamnés ou pas, il doit quand même démissionner. Par élégance, c'est par marque d'élégance. Merci. Jean-Marie, on l'a connu, je vais rapidement. On est à la fin de l'émission. Je termine, s'il vous plaît. Oui. On est à la fin de l'émission. En Italie. Développez pas. Oui, en Italie, on l'a vu avec la mafia italienne. Il y a eu des juges qui ont été tués, traqués, mais c'était pédagogique pour qu'aujourd'hui, l'Italie fasse asseoir sa justice. Aujourd'hui, c'est exemplaire. Laissez-moi parler. Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas. Vous n'avez rien compris de ce que je veux dire. Jean-Marie m'a demandé de synthétiser. C'était pareil au Japon, avec les Yakuza, etc. Il y a eu des juges qui ont été traqués, mais finalement, la justice a gagné. Donc aujourd'hui, nous sommes vers une justice qui sera indépendante. Il y a des hommes forts. C'est une première. On voit des gouverneurs, qu'on voit des chefs, des directeurs en fonction, etc. défiler devant la justice. Et ça, pour les petits peuples, que ça rassure. Et rassurez-vous, moi je suis contre ceux qui pensent que les hommes forts doivent exister au pays, comme l'avait dit Janine Mabunda. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Je préfère encore une république des juges. Je préfère encore une république des juges qu'une république des hommes forts. Et des juges qui respectent la loi. Qui respectent la loi. Une république des hommes forts, comme on l'a vu sous Kabila. Le spectacle qui s'est passé au Sénat, ça n'a rien à voir avec la justice. Alors, est-ce que nous sommes en état de droit républicain? Ça ne s'autoproclame pas, Jean-Marie Kassama. Ça c'est constat. Nous voulons tous un état de droit, mais hélas, Jean-Marie, la mort dans l'âme, nous tendons vers l'état des droits, mais avec ces dérapages de tout genre, ces travers. Tenez Jean-Marie, la liberté d'expression est pire que les 18 ans de règne de Joseph Kabila, le savez-vous? En 2 ans seulement, il suffit de titiller un peu, soit les proches, la famille du président de la République, mais vous êtes déjà inquiété. Vous êtes invité. Oui, je vois ça. Et mon ami dit, il parle d'une république des juges. Mais ça c'est, cher ami, mais vous m'avez énormément déçu. Aux États-Unis, les juges... Non. La justice élève une nation. Vous préférez la justice des hommes forts? Les juges... La justice doit se faire dans les normes de l'art. La justice est tout un art. On ne se réveille pas un matin, on part cueillir un prévenu à 5 h du matin. Mais aujourd'hui on le voit, en toute impartialité, il faut le souligner, en toute impartialité. Nous voyons comment est-ce que notre justice... Non, il n'y a pas que ces procès. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Il y a plusieurs procès, mais je vous dis, je prends ces procès comme étant un procès pédagogique. Comme ailleurs au monde, il y a eu des procès qui ont été médiatisés, qui sont pédagogiques, et moi je pense que nous sommes dans un bon élan. Je préfère encore qu'il y ait une justice des juges comme les États-Unis. Des juges qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Non. Qu'on ait une justice, laissez-moi parler. Qu'on ait une justice des hommes forts, lorsque Chadar vous dit, vous invitez Yuma au tribunal, nous paralysons le pays. Ça c'est l'état des hommes forts. Lorsqu'on vous dit, vous essayez d'inviter Yuma,
nous paralysons le pays. Ça, c'est l'état des hommes forts. Nous préférons l'état où vous êtes invité, vous vous présentez, vous passez à là-bas. Si vous êtes condamné, vous vous défendez, et c'est tout. Ok, prenons le cas de Jean-Jacques Mamba. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour répondre à la question. Jean-Marie, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour répondre à la question. Non, vous n'allez pas mes questions. Non, je vais recadrer, s'il vous plaît, Jean-Marie. Je ne peux pas laisser cette histoire. Très vite. Je prends le cas de ce qui est arrivé à Jean-Jacques Mamba. La Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le dit clairement, surtout en son article 31, par rapport aux immunités parlementaires et par rapport à la notion de la flagrance. Les juges dont vous avez parlé, a-t-il eu cette notion? Non, mais qui est capable d'immunité parlementaire? Il a dérapé. Et Jean-Jacques Mamba s'est retrouvé. Qui est habilité à apprécier la flagrance? Prenez la parole. Alors les juges qui ne sont pas même... Vous cherchez un cas isolé pour justifier votre justement, il faut chercher ce cas isolé. de l'état de droit. Nous sommes faire un bel élan et donnons confiance à l'état de droit. Il y a trop de dérapage. Ça devient un slogan. Vous vous attaquez à tel, vous répondez à une attendez d'abord. Je voulais préciser. Quand on dit état des droits dérapage, c'est effectivement ce que nous avons dénoncé ici. Oui. Lorsque certains gouverneurs s'arrogent le droit de poursuivre la presse, de pourchasser même les journalistes, ça c'est abus de l'état de droit. Lorsque certains juges, ou plutôt procureurs, on les appelle pour dire envoyez l'invitation à X, il y a telle plainte, sans regarder effectivement ce que dit la loi en la matière, sans regarder le sérieux du dossier, et le lendemain, les policiers viennent ramasser la personne chez elle. Ça, ce sont les dérapages. On l'a tous condamné ici sur ce plateau. Ce sont les dérapages. Et donc, on ne peut pas dire, parce que le pouvoir neutralise le pouvoir. Nous avons à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir, oui, séparation de pouvoir. L'État congolais ne peut pas être une république des juges qui décident, qui font ce qu'ils veulent. Non, ça c'est pas la République. Jean-Marie, on l'a pas dit, je ne l'ai pas dit. Peut-être que vous avez... Non, s'il vous plaît. Non. Je dis, je préfère encore un état des juges. Je préfère encore un état des juges parce que la justice et l'évitation qu'un état des hommes forts. C'est là mon hypothèse. Oui, voilà. Donc je crois que c'est clair. Et ceux qui nous suivent ont compris. On demande les institutions traduire mes propos à ta manière. On demande les institutions fortes par rapport aux hommes forts. À une république des juges. Je le dis, on va clôturer. Merci. Non, ça ne va pas. Je l'ai dit, je me suis répété. Merci. Le mot de la fin, j'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, en quelques secondes par personne. Essayez, soyez courtois. Quelques secondes pour chuter. Naturellement, le 11, il va y avoir plaidoirie. Et je vous ai posé cette question dès le début. Vous sentez ça comment? Jusqu'où? Est-ce qu'on risque de se lâcher aux plaidoiries? Ou bien on va s'arrêter là? Comme vous avez dit, le président de la République est cadenassé par son statut, naturellement, sa famille aussi, comme il n'y a pas de traçabilité. Donc, il y avait... Pas sa famille, pas sa famille. Non, j'ai dit sa famille parce qu'il n'y a pas eu des pièces. On a parlé pièce sur pièce, donc il n'y a pas de pièces. Donc, ce côté-là, on ne voit plus. Bilomba plutôt, a tout cadenassé. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre de Vital Kamerhe pour peut-être entraîner tel ou tel? En quelques secondes. John Chiten. Jean-Marie Kassamba, la défense va se battre bec et ongle pour prouver que Vital Kamerhe agissait sur ordre de son chef. Et par conséquent, à ce titre-là, il ne peut pas être tenu responsable. Même si, quelque part, il faudra alors prouver maintenant son implication personnelle. Oui. Comment est-ce qu'il a outrepassé les instructions lui données par son chef. Et de l'autre côté aussi, les ministères publics ainsi que l'avocat de la République ne vont pas se laisser faire. Sans verser dans la divination, c'est un beau procès. Attendons voir, les jeudis c'est pas loin et nous espérons que la justice sera administrée et les droits sera dit, les bons droits. Merci. Sans être me substituer au juge, mais on voit tel ou tel autre élément, on voit les attitudes des acteurs au procès. Je crois que Kamerhe, on dirait, a compris qu'il va gagner dans l'opinion ce procès. Il va se victimiser comme il le fait déjà si bien. Il se défend bien, il faut le dire. Kamerhe, quand il parle, Chapelet. Et quand il, oui, quand il parle, il ne s'adresse même pas au juge, parce que Kamerhe est intellectuel, hein, comme il a dit. Il sait que dans un procès pénal, c'est la conviction du juge. Ce n'est pas l'opinion. Mais à chaque fois qu'il brandit un document, il dit RTLC, regardez-moi ça. C'est-à-dire, il le sait, il ne s'adresse pas au juge.
il sait qu'il s'adresse à l'opinion. C'est un politique. Il va se victimiser. Il va se victimiser. Même s'il est condamné, voilà. Ça sera politique. C'est un animal politique. Il va se victimiser. Et apparemment, c'est la voie qu'il a choisie, visiblement. Ce que moi, je suis en train de voir avec mes analyses. Mais je crois que Vital Kamerhe, le taux CRSR, sur lui, je l'ai dit à l'entame de l'émission, au regard de tout ce qui avance, sans être un prophète des malheurs, je ne vois pas comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais dans un procès, tout peut arriver. S'il y a des arguments c'est ce que je dis. Matériellement, c'est pas prouvé. Je ne suis pas dans mon carcan. Absolument. Mais je le dis, au regard de l'évolution du procès, tout peut arriver. Il y a des gens qui tuent, mais qui s'expliquent, c'est légitime défense. Il revient maintenant aux ses avocats d'apporter toutes les preuves. Mais moi, je retiens que Vital Kamerhe va gagner dans l'opinion. Pas perdre devant la justice. Oui, je crois que ce procès, c'est un bon procès parce que nous tous, nous suivons le procès de près et nous faisons notre idée. C'est vrai, l'élément évoqué par Beledou en disant que Vital Kamerhe va gagner dans l'opinion. Effectivement, parce que l'opinion, c'est... Il n'y a pas eu une forme de, je peux dire, des lucidités par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais au niveau... est plutôt en sa faveur, pour dire voilà, c'est une victime, on lui colle tout à la peau alors qu'il n'était pas seul et puis il était sous la responsabilité. Par rapport aux éléments évoqués par de témoins, etc., par rapport à l'évolution du procès, effectivement qu'il y a un problème. On voit véritablement que l'issue du procès on va peut-être incriminer Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe a besoin, parce que vous-même, vous l'avez suivi, le tout dernier procès, l'instruction, il a dit que je préfère encore être cloué ici à Makala, mais je ne salirai pas, je ne vais pas ternir l'image du président de la République. Il insinue quelque chose en voulant faire croire à l'opinion, faire passer un message subtilement à l'opinion que voilà, il est victime, mais lui il couvre. Or, le pièce qu'on a présenté dans le procès ne démontre pas que le président de la République est impliqué. Donc, on attend. C'est pourquoi on a dit qu'on ne va pas se substituer aux juges. On va laisser le juge faire leur travail. Les choses normales vont commencer bientôt. Vous sentez que... Allez, vous avez dit, on a étalé la présidence de la République, le pécheur, etc. Est-ce que tout ceci sera effacé lorsqu'il y aura le verdict? Oui, je pense que s'il est établi, noir sur blanc, que le chef de l'État est impliqué, il est cadenassé, malheureusement. Puisque Vital Kamerhe les cite nommément sur instruction du chef de l'État, alors que le Conseil économique est venu avec plusieurs correspondances qui ont échappé au contrôle du chef, je me dis soit il y aura un procès où on va clouer Vital Kamerhe en plaidoirie, le condamner et 2 ans après, on le fait sortir par une grâce présidentielle. C'est la politique. Il y a la possibilité d'aller en appel. Même s'il va en appel, il sera gardé en prison. Oui, mais le conseil que je peux donner à tous les prévenus, c'est de collaborer avec la justice. Puisque le procès est au pénal. Le procès n'est pas au civil. Lorsque les avocats de la République disent au moment venu, nous allons déposer les plaintes, démontrer. Donc, je pense que toutes les questions qu'ils posent et le fait que les prévenus se sont niés mutuellement. Et lorsqu'on va démontrer à la face de l'opinion qu'il y a eu corrélation, ces gens-là se connaissent depuis longtemps, ça sera beaucoup plus fatal. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez bien compris que le club était beaucoup plus juridique, il était plus cette rencontre des journalistes analytiques. N'envoyez pas des invitations. À la semaine prochaine.